Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de l'anthropologie, La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss. Et attention, c'est un livre qui a complètement retourné notre vision des modes de pensée qu'on a longtemps et un peu vite qualifiés de primitifs. Cette phrase, elle est incroyable. Elle est d'une anthropologue sur le terrain et elle résume tout. Imaginez un peu la situation. Elle est face à une société où le moindre gamin connaît des centaines de plantes sur le bout des doigts. Pas juste par cœur, non, parce que c'est une question de survie, c'est du savoir concret. C'est ce décalage, ce fossé immense entre deux mondes qu'on va explorer ensemble. On a tous ce réflexe, non? De penser que la science, la vraie, c'est la nôtre. La science occidentale, avec ses labos, ses équations. Mais est-ce que c'est si simple? Lévi-Strauss, lui, il pose une question dérangeante. Et s'il existait une autre forme de science, tout aussi logique, tout aussi rigoureuse, mais qui jouerait avec des règles complètement différentes? Alors voilà le programme. D'abord, on va essayer de définir cette fameuse autre science. Puis, on va plonger dans l'analogie géniale du bricoleur. On verra comment ça s'applique concrètement avec le totémisme, quel impact ça a sur le rapport à l'histoire, et pour finir, on se demandera si tout ça n'est pas, au fond, très actuel. Allez, on entre dans le vif du sujet. Le premier truc que fait Lévi-Strauss, c'est de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière de nos préjugés. Non, la pensée dite sauvage n'est ni prélogique ni irrationnelle. C'est une pensée scientifique, point. Mais d'une autre nature. Alors, quelle est la différence? Eh bien, c'est simple. D'un côté, il y a notre science, la science de l'ingénieur. Elle part d'une idée, d'un concept abstrait, et elle façonne le monde pour qu'il corresponde à son plan. De l'autre côté, il y a ce qu'il appelle la science du concret, et elle fait l'inverse. Elle part de ce qui est là, de ce qu'on peut toucher, sentir, voir, pour construire une connaissance du monde. L'une veut dominer la nature de loin, l'autre dialogue avec elle au quotidien. Et pour que ce soit bien clair, regardez ça. C'est juste un tout petit extrait des notes d'un ethnobotaniste. C'est hallucinant de précision. Pour le peuple Hanuno, la nature, c'est pas juste un joli paysage. C'est une immense boîte à outils, une pharmacie à ciel ouvert, un supermarché. Chaque plante, chaque bestiole a un nom, une fonction, une place précise dans un système de connaissances d'une cohérence absolue. Et le plus drôle, c'est que même nous, on fonctionne comme ça au premier abord. Cette citation, ce n'est pas un explorateur du XVIe siècle qui l'a écrite. C'est un directeur de zoo, un scientifique moderne, la première fois qu'il a vu un dauphin. Il connaît le nom latin, la biologie, mais sa première réaction, elle est purement sensorielle. C'est l'étonnement. Et c'est justement ça le point de départ de la science du concret dont parle Lévi-Strauss. Pour qu'on comprenne bien cette différence, Lévi-Strauss nous propose une analogie qui est devenue hyper célèbre. Il met en scène un combat de titans. D'un côté, l'ingénieur, champion de la science moderne, et de l'autre, le bricoleur qui représente cette fameuse pensée sauvage. Le bricolage, on sait tout ce que c'est. C'est l'art du système D, du faire avec les moyens du bord. Le bricoleur, il n'a pas un plan précis et il ne va pas créer l'outil parfait pour sa tâche. Non, il a un stock de trucs et de machins, un joyeux bazar, et il va discuter avec ses matériaux pour voir ce qu'il peut bien en faire. C'est vraiment deux mondes. L'ingénieur, il a son projet en tête et il plie la réalité à sa volonté. Il va dire, il me faut un matériau qui fait ça, et il va l'inventer. Le bricoleur, lui, fait le chemin inverse. Il regarde son tas de planches, de clous et de bouts de ficelle, et il se demande, qu'est-ce que je peux bien construire avec ça? Il ne se bat pas contre les contraintes. Il pense avec elles. C'est toute la différence. Alors, un exemple concret de ce bricolage de la pensée, le plus connu, c'est bien sûr le totémisme. Lévi-Strauss adore cette formule. Il dit que si les animaux sont bons à manger, ils sont surtout et avant tout bons à penser. Attention, là, il faut qu'on soit très clair. On oublie tout de suite l'image d'Épinal des gens qui vénèrent un animal comme un dieu. Pour Lévi-Strauss, ça, c'est une vision complètement fausse, un cliché. Le totémisme, c'est pas de la religion, c'est de la logique. C'est un outil hyper astucieux pour utiliser les différences qu'on voit dans la nature afin d'organiser la société. La logique, elle est simple mais elle est brillante. L'idée, ce n'est pas que le clan A descend d'un aigle. Non. L'idée, c'est que la différence entre le clan A et le clan B est pensée comme la différence entre un aigle et un ours. L'un est dans les airs, l'autre sur la terre ferme. L'un est agile, l'autre est costaud. Vous voyez, le monde animal offre un catalogue de différences déjà tout prêt, et le bricoleur social s'en sert pour construire sa propre structure. En gros, le but du jeu, ce n'est pas de devenir un animal, mais c'est d'emprunter à la nature son système de différences. En se baptisant clan de l'aigle ou clan de l'ours, les groupes humains créent des distinctions claires entre eux. C'est une façon hyper efficace de dire « nous, on n'est pas comme eux », en se servant d'un langage que tout le monde comprend, celui des différences qu'on observe dans la nature. D'accord, mais cette façon de penser et d'utiliser la nature pour structurer la société, elle n'est pas neutre. Elle a des conséquences énormes, notamment sur la façon dont une société vit le temps qui passe. Et c'est là que Lévi-Strauss sort une autre de ses métaphores géniales, les sociétés froides et les sociétés chaudes. Alors, les sociétés froides, c'est un peu comme des horloges.
Leur objectif, c'est de tourner en rond, de se reproduire à l'identique, de gommer tout ce qui pourrait perturber l'équilibre. Elles veulent annuler l'histoire. Et les sociétés chaudes, eh bien c'est nous. Nous, on est plutôt des machines à vapeur. On a besoin de déséquilibre, de changement, de conflit. C'est notre carburant pour avancer. C'est exactement ça. Tous ces systèmes de classification dont on vient de parler, en fait, c'est comme un immense thermostat social. Le but, c'est de garder la société à température constante. Peu importe les naissances, les morts, les guerres, la structure, elle, ne doit pas bouger. Il s'agit de se protéger du chaos de l'imprévu. Du coup, le mythe, ce n'est pas une histoire du passé, c'est une machine à rendre le présent éternel. Bon, on arrive au bout. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Est-ce que cette pensée sauvage, c'est juste un stade archaïque de l'humanité? La réponse de Lévi-Strauss est un non, mais alors un non catégorique. Pour lui, c'est une des deux grandes manières de fonctionner de l'esprit humain. Et elle est toujours là. Faut bien comprendre, la pensée sauvage n'est pas une tentative ratée de faire de la science moderne. C'est une réussite totale, mais dans son propre domaine. Sa mission, c'est de donner un sens et une structure à la totalité du monde vécu en utilisant les pièces du puzzle qui sont déjà sur la table. C'est ça, la phrase clé. C'est une philosophie du monde clos. Notre science à nous, elle cherche toujours à repousser les frontières, à voir ce qu'il y a derrière l'horizon. La pensée sauvage, elle, s'assure que tout ce qui se trouve à l'intérieur de l'horizon est parfaitement ordonné, que chaque chose est à sa place, que chaque lien a un sens. Et je voudrais finir là-dessus avec une question qui nous ramène direct en 2024. Face à cet océan de données, d'infos, de mèmes, de vidéos, qu'est-ce qu'on fait au fond? On ne crée plus grand-chose à partir de rien. On pioche en permanence dans cet immense stock de contenu qui existe déjà. On remixe, on combine, on fait des playlists, des moodboards. On agit en parfait bricoleur numérique. Finalement, cette pensée sauvage n'a peut-être jamais été aussi proche de nous.